Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Hier soir, les sénateurs ont poursuivi la réforme Fioraso sur l'enseignement supérieur et la recherche, un texte qui est examiné en procédure accélérée et qui a été voté par les députés le 28 mai. Il vise deux objectifs principaux. D'abord, la réussite des 2,3 millions d'étudiants. Le gouvernement va atteindre 50% de diplômés dans le supérieur au lieu de 40% actuellement. Les bacheliers technologiques et professionnels, 50% des bacheliers d'aujourd'hui seront donc en priorité orientés vers des filières courtes. La licence sera également réformée pour devenir beaucoup plus généraliste la première année avec une spécialisation progressive les années suivantes. Le second volet de cette réforme vise à améliorer l'attractivité de la recherche, ce qui passe par un toilettage de la loi LRU de 2007 sur l'autonomie des universités ainsi que du pacte de recherche de 2006. Les sénateurs communistes voteront contre ce texte qui ne rompt pas, selon eux, suffisamment avec le passé. Les écologistes regrettent qu'il laisse peu de place aux chercheurs et aux enseignants et souhaitent refaire fonctionner l'ascenseur social. On le voit donc, l'adoption de ce texte s'avère d'ores et déjà difficile, le gouvernement ne disposant que d'une très courte majorité de 6 voix ici au Sénat. Mais sans plus tarder, direction l'hémicycle pour l'examen de cette réforme Fioraso. Très bonne matinée à tous sur notre chaîne. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Madame Sophie Primas et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire ont déposé une motion distribuée sous le numéro 257 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. Monsieur Savin, voulez-vous présenter la motion, s'il vous plaît? Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Madame la Ministre, si nous ne doutons pas de votre implication et de votre volonté à vouloir améliorer le fonctionnement de notre système de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous sommes nombreux à ressentir un sentiment d'inachevé à l'issue de cette discussion générale. En effet, les interventions de mes collègues du groupe UMP, mais aussi de nos collègues des groupes UDI, écologistes et communistes, ont mis en avant les insuffisances et les nombreuses interrogations sur ce projet de loi. Tout d'abord, cela a été rappelé à plusieurs reprises, ce projet de loi n'est pas un texte de programmation. Or, définir une politique pour l'enseignement supérieur et la recherche nécessite l'attribution de moyens. Le projet de loi se veut peut-être ambitieux dans le discours, mais sans le déblocage de nouveaux moyens financiers, il ne peut y avoir de démarche crédible. Ensuite, rien dans ce projet ne justifie la remise en cause de la loi Liberté et responsabilité des universités de 2007. Les principales modifications prévues vont au contraire porter atteinte aux marges de manœuvre de nos universités et organismes de recherche. Enfin, les conditions d'examen du texte ne sont pas à la hauteur du sujet étudié. Premier point, cette loi n'est pas une loi de programmation. Alors que le gouvernement précédent avait consacré des moyens très importants à notre système d'enseignement supérieur et de recherche, vous refusez de prendre des engagements financiers. Vous ne donnez ainsi aucune visibilité à nos chercheurs et à nos présidents d'université. Certes, le contexte budgétaire est contraint, mais il s'agit de fixer des priorités. Et le secteur de l'économie de la connaissance est précisément celui qui détermine l'avenir de nos enfants et notre position dans la compétition mondiale. Le gouvernement précédent l'avait bien compris. Entre 2007 et 2012, le budget des universités a augmenté en moyenne de 25%.
pour un total de 9 milliards d'euros. 11 500 postes ont été créés depuis 2003 et 380 millions d'euros ont permis de revaloriser leur carrière. En matière de recherche, 22 milliards ont été inscrits au titre des investissements d'avenir. Cela dans un contexte budgétaire déjà difficile. Mais le gouvernement de François Fillon avait su faire preuve de choix et a eu le courage de choisir. Second point, il n'y a aucune raison de bouleverser ce qui a été réformé il y a 5 ans. Il faut laisser le temps aux réformes d'ampleur de s'installer. Pourquoi remettre en cause, au bout de 5 ans, la gouvernance des universités en installant 2 conseils qui risquent d'être rivaux? L'autonomie a permis des avancées spectaculaires. Personne ne remet sérieusement cela en question. Selon certains recteurs, vous allez engager un nivellement par le bas et transformer nos universités en navires ingouvernables. Pourquoi supprimer l'agence d'évaluation mise en place pour lui substituer une autorité administrative dont les missions et les pouvoirs ne sont pas si différents? Pourquoi regrouper les universités en complexifiant leur organisation? Ainsi, nous aurons l'État qui exercera sa tutelle, le conseil de chaque communauté qui sera placé au-dessus des conseils de chaque établissement, eux-mêmes divisés en conseils d'administration et conseils académiques. Pourquoi vous attaquez au réseau d'excellence en supprimant les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, dont la création, contrairement aux communautés que vous mettez en place, était librement décidée par les établissements? À toutes ces questions, la réponse est purement politique. Non, il n'y avait pas urgence à légiférer. Il suffisait tout d'abord de prendre en compte les conclusions du rapport de nos collègues Dominique Gillot et Ambroise Dupont, issus des avis recueillis auprès des présidents d'universités, en améliorant certains points de la loi LRU. On pouvait, par exemple, revoir la place de l'entreprise dans le conseil d'administration et le rôle des personnes qualifiées, augmenter le poids des missions d'orientation et d'insertion professionnelle confiées aux universités, sujet primordial pour lutter contre l'échec en première année ou en licence. En somme, on aurait pu tout simplement moderniser le système mis en place en 2007 au lieu de mettre en place une contre-réforme. De plus, cette modernisation doit avoir la légitimité démocratique d'une large concertation construite avec l'ensemble des acteurs du monde universitaire sur son organisation, sur ses finalités, sur les moyens financiers à mobiliser, sur l'orientation des étudiants, sur les liens entre université et recherche, sur la question du logement et bien d'autres sujets. Enfin, nous estimons que les conditions d'un examen rigoureux de ce projet de loi n'ont pas été remplies à plus d'un titre. Vous avez d'abord souhaité que l'urgence soit déclarée. Or, ce texte comporte 70 articles, parfois très techniques, notamment en ce qui concerne la recherche ou les conditions de réforme territoriale. Vous nous contraignez à une seule lecture du texte, alors que certains sujets, la gouvernance, l'évaluation, les communautés, nécessiteraient des échanges nourris entre les 2 chambres. La revalorisation du Parlement souhaitée ces dernières années passe par des conditions correctes d'examen des textes qui sont présentés aux parlementaires. Si nous avons le temps d'étudier attentivement les dispositions du projet de loi, la qualité de notre travail n'en sera que meilleure, Madame la Ministre. Pour conclure, parce que les conditions d'un examen attentif de ce projet de loi n'ont pas été réunies et que la nature même du texte n'est pas satisfaisante, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de l'étudier en l'état. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur David Assouline, contre la motion. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs et présidents de commission, mes chers collègues, les arguments qui sont avancés pour cette motion ne tiennent pas debout. C'est souvent un exercice de style pour prendre un peu plus de temps de parole,
Mais là, franchement, les deux arguments à avancer pour dire qu'il n'y a pas lieu de légiférer, prenons-les au pied de la lettre. Alors le premier, il n'y aurait pas de programmation et d'engagement budgétaire. Enfin, il faut choisir, parce que nous sortons d'un débat qui a été fructueux sur la loi sur la refondation de l'école, et vous aviez posé une question de renvoi, la même, et vous disiez exactement l'inverse. Il ne convenait pas de légiférer parce qu'il ne fallait pas programmer des moyens à un moment donné où le budget de l'État est contraint. C'est-à-dire que vous nous reprochiez d'avoir fait une loi de programmation pour demander cette question de rejet. Or, aujourd'hui, vous faites exactement l'inverse. Alors, pour la crédibilité de votre argumentation, eh bien, vous repasserez. En réalité, vous argumentez aussi, et je crois que Mme Primas n'a pas dû bien revoir les débats qu'il y a eu alors ici, mais la ministre l'a mentionné hier. Vous vous appuyez sur le fait que la LRU, elle, était une loi de programmation. Eh bien non. Regardez les textes, c'était pas une loi de programmation, et moi j'ai relu mon intervention de l'époque, c'était un reproche que l'on pouvait faire, parce que quand on fait de tels transferts, quand on modifie à ce point les structures, et qu'il n'y a pas un euro à côté qu'au moment où on légifère, alors là, vraiment, il y a problème. Alors, les deux arguments sur la question de la programmation sont contradictoires avec ce que vous avez fait au moment de la LRU et ce que vous avez déclaré ici, encore récemment, au moment de la loi sur l'école. Vous reprochez qu'il n'y aurait pas de moyens. Or, la ministre a rappelé non seulement ce qui est programmé, les 5000 postes sur la mandature, c'est-à-dire 1000 postes, mais centrés sur la réussite, notamment en premier cycle et non pas en général, parce que nous avons identifié que le sujet majeur pour les étudiants était celui-là. Et vous vous appuyez sur des chiffres que vous avez inventés pour nous dire que dans la mandature précédente, des moyens gigantesques avaient été déployés pour accompagner la loi LRU et pour la réussite, notamment sur la recherche. Alors, sous le gouvernement Fillon, en euros constants et à périmètre constant, et quand on parle finance, il vaut mieux être précis, à euros constants et à périmètre constant, c'est-à-dire hors pension, crédit impôt, recherche et investissement d'avenir, donc au budget de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur, était en 2012 inférieur à celui de 2007. Il y avait une régression 5 ans après par rapport à 2007. Mais c'est les chiffres et c'est les lignes. Et d'ailleurs, vous devriez, quand vous faites ce genre de procès, vous rapporter à des rapports, parce que nous travaillons ici à faire des rapports d'évaluation, etc. Ça serait bien de les lire. Madame Gillot et Monsieur Adnaud ont fait un rapport qui montre bien ça. Et regardez les grilles. Et Monsieur Dupont peut en témoigner parce que lui, en faisant un autre rapport sur la loi LRU, a dû regarder ces chiffres. L'engagement de Nicolas Sarkozy au début de son quinquennat était d'augmenter de 1,8 milliard par an le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Depuis l'annonce du grand emprunt en 2010, les crédits destinés à cette mission ont chuté de près de 5%, soit plus que ce que devaient rapporter annuellement les intérêts du grand emprunt. En 2011, comme en 2010, l'évolution du budget de la MIR a été inférieure au montant défini par la programmation budgétaire pluriannuelle qui prévoyait des hausses successives de plus 0,3% en 2010, plus 3,6% en 2011, 183 milliards contre 25 milliards 866 000 prévus pour 2011, etc. Sur l'ensemble de la législature, les crédits de la MIR n'ont progressé que de 3,8 milliards,
sans tenir compte de l'inflation. On est loin des 1,8 milliard annuels et même de la promesse du candidat Sarkozy de 5 milliards supplémentaires. Par contre, le gouvernement de M. Ayrault, dans un contexte budgétaire d'austérité, a augmenté les crédits de la mission pour 2013 de plus 16%. Austérité au niveau européen. Nous, ici, c'est l'inverse, puisqu'il y a une augmentation de plus 2,16% avec le gouvernement de M. Ayrault. Deuxième argument, pour en finir, vous avancez dans votre question préalable l'idée qu'il n'y a pas lieu de légiférer parce qu'il n'y a rien de nouveau. Je prends votre question, que, à la rigueur, par rapport à la loi LRU, il y a quelques aménagements, mais la ministre hier vous a répondu qu'il faut choisir les arguments. Ou vous dites qu'on a tout détricoté et que c'est une contre-loi par rapport à la loi LRU, ou vous dites qu'il n'y a pas lieu de légiférer parce qu'il n'y a pas grand-chose au-delà des grandes intentions. Alors moi, je ne vais pas décliner toutes les raisons de légiférer, mais enfin, ici, la concertation que vous avez critiqué qu'il manquerait, c'est 20 000 personnes pendant plusieurs mois qui ont participé à cette concertation, qui, quels que soient bien sûr les avis divergents dans cette concertation, tous disaient qu'on ne pouvait pas continuer avec l'état actuel de la législation. Et d'ailleurs, même quand vous critiquez cette loi, et vous déclinez tout ce qu'on aurait pu faire pour ne pas la remettre en cause globalement, à chaque fois ce que vous citez, monsieur, nécessite de légiférer. Même les petites questions que vous avez posées. Et quand vous vous appuyez sur le rapport de M. Dupont et de Mme Gillot pour dire il aurait suffi de faire ci, ça et ça, à chaque fois il faut légiférer pour faire ci, ça et ça. Et donc, par rapport à votre question, la façon dont vous argumentez, eh bien, il y a des arguments qui ne tiennent pas. La concertation a eu lieu alors que sur la LRU, qui modifiait profondément les structures, ça s'est fait à la va-vite, l'été, en quelques jours après le Conseil des ministres, sans avoir à aucun moment essayé de rassembler la communauté universitaire, puisque vous avez attendu justement qu'elle soit en vacances pour légiférer, parce que vous aviez peur d'affronter leur point de vue. C'est comme ça, oui, oui, oui. Mais je lui ai déjà dit à l'époque, ici, parce que quelle que soit la conviction qu'elle avait sur sa loi, c'était nécessaire d'en discuter puisqu'elle était sûre de son fait et elle était sûre même du soutien qu'elle pouvait apporter. Or, c'est au début du mois de juillet, ici, quelques jours après l'annonce, que nous avons dû légiférer. Et effectivement, nous sommes rentrés dans ce débat de façon constructive pour essayer, à partir de l'autonomie qui était nécessaire, de faire que la réussite en premier cycle soit au cœur de la loi, et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous sommes obligés, Madame la Ministre est obligée de revenir là-dessus, car 5 ans après, les résultats en premier cycle se sont aggravés. Voilà, je veux finir en vous disant que les différentes expertises prouvent qu'il y a lieu de légiférer et de redonner un souffle à l'enseignement supérieur, à la recherche, en revenant sur la loi LRU, dont les sénateurs socialistes avaient, dès le début en séance, en 2006, pour la recherche, et en 2007, pointé les principaux points d'achoppement. Recul de la démocratie au sein des instances universitaires au profit d'une présidentialisation du système. Étudiants, parents pauvres de la réforme, les rares dispositions les concernant ont été issues d'amendements socialistes. Absence de mesures permettant d'envisager un rapprochement université-grandes écoles. Avec cette loi, nous corrigeons tout ce qu'il manquait dans la loi. Nous appuyons et nous actons tout ce qui a été positif. Et nous créons une cohérence qui manquait jusqu'alors
entre l'enseignement supérieur et la recherche, qui ne sont pas traités dans deux lois séparées, mais dans une seule. Cette loi était attendue, elle est nécessaire, elle va porter ses fruits et il y a lieu de légiférer. Merci, mon cher collègue. Demandez l'avis de la Commission sur cette... L'avis de la Commission. L'avis de la Commission. Avis défavorable, bien évidemment. Avis du Gouvernement. Madame la Ministre. Même avis. Défavorable. Explication de vote. Je rappelle que chaque groupe peut s'exprimer pour 5 minutes. Madame la Ministre. Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il est indéniable qu'une loi de programmation et de moyens et d'emploi dans l'enseignement supérieur et la recherche aurait été la bienvenue, notamment eu égard à l'ampleur de la précarité dont j'ai parlé hier. Et j'avais également, hier, dans la discussion générale, eu l'occasion de dire les nombreuses objections, pour ne pas dire plus, qui conduiront à ce que mon groupe se prononce contre ce projet de loi. Cependant, nous ne voterons pas en faveur de cette question préalable de nos collègues UMP, car les raisons de notre opposition à ce texte sont strictement opposées aux leurs. Ce projet de loi, considérons-nous, n'auront ni avec la LRU, ni même avec le pacte de recherche de 2006. Et même, j'entendais qu'on parlait tout à l'heure du rôle de l'ARS. Ce qui est proposé ne nous satisfait pas non plus. Et donc, on se trouve plutôt, pensons-nous, dans une forme de continuité. De plus, nous pensons que le débat parlementaire a son utilité, parce qu'il va nous permettre d'identifier les points du débat, les divergences, et de faire cheminer, je l'espère, la réflexion. Et nous serons ainsi, je le pense, contributifs à faire prévaloir dans un futur proche des éléments propres et de progrès pour l'enseignement supérieur et la recherche. Merci. Madame Bouchoux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Présidente de Commission pour avis, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Visiblement, ce type de motion fait partie de nos rituels et nous sommes très attachés aux traditions et rituels. Pour autant, nous désapprouvons totalement l'analyse qui a été faite, y compris d'être repris dans l'argumentaire, même si l'on peut y voir un clin d'œil. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit hier et rappeler que pour ce qui concerne le tableau de la situation actuelle de la recherche, le tableau désastreux de la situation de l'université telle que l'a trouvée Madame la Ministre, nous sommes assez d'accord avec les conclusions hier qui ont été présentées sur la situation catastrophique qu'il y a. Et donc, même si ces bancs sont quelque peu clairsemés, on peut le regretter, ça montre peut-être une faible appétence de nos collègues pour un débat compliqué, avec beaucoup de concepts, avec des choses extrêmement pointu en termes de gouvernance. Moi, je regrette que nous ne soyons pas plus nombreux pour parler quand même, qui est le sujet majeur de ce texte, qui est la réussite étudiante et l'avenir de l'université et de la recherche. Et même si, concernant les remèdes qui sont apportés, nous avons fait part de nos insatisfactions, même si nous regrettons le manque de moyens, même si nous avons hier solennellement fait un appel pour 1 milliard du crédit impôt recherche réorienté et réinjecté vers l'enseignement et la recherche, nous pensons que ce débat est un débat tout à fait crucial, que les oppositions méritent d'être dites, que les contradictions en démocratie méritent d'être posées et que c'est une posture tout à fait politicienne que de déposer sur ce sujet, ce type de motion qui ne reçoit absolument pas notre accord. Donc, compte tenu de tous ces arguments, le groupe écologiste votera contre cette motion et réitère son souhait d'un débat contradictoire, fait d'avancées, fait de propositions. Et ça n'est pas parce qu'un texte n'est pas satisfaisant quand il arrive au Sénat qu'il faut considérer que le débat n'a pas lieu d'être. Sinon, mes chers collègues, eh bien, pour faire des économies, eh bien, on demande la suppression du Sénat. Si c'est ça notre conception du travail parlementaire, faisons des économies. Donc nous, nous sommes attachés au travail de la Haute Assemblée. Nous sommes persuadés que ce débat a un sens, que Madame la Ministre
ministre a une vision politique, même si nous avons des désaccords sur certains points, on est là pour faire de la politique et pour parler de l'enseignement supérieur et la recherche. Et dernier point, moi j'ai parlé avec un certain nombre de collègues et c'est ça qui m'alerte. Ici, presque personne n'a d'enfants à l'université. Tous les enfants sont en BTS, sont en IUT, sont en école d'ingénieur, sont en école de commerce. Alors évidemment, le sort de l'université, le sort de la recherche peut nous paraître lointain, certains d'entre nous. Eh bien, ici, nous sommes là pour faire la loi, pour défendre l'intérêt général, pour défendre le service public, pour défendre l'université française, pour défendre l'égalité devant les territoires. Donc, il faut un État stratège. Et même si on a des désaccords sur certains points de cette loi, nous devons en parler. C'est toute la vertu de la démocratie et l'intérêt de cette haute assemblée. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Mercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux dire d'abord à notre collègue que moi je suis universitaire et que je me sens très bien à l'université, que j'ai qu'une envie, c'est d'en discuter et de la défendre. Notre groupe est rentré dans cette discussion, Madame la Ministre, avec l'esprit ouvert. Peut-être même serions-nous allés très loin dans l'ouverture, parce que nous avions compris que vous étiez prête, vous, Madame la rapporteure, à accepter un certain nombre d'amendements. Nous les avons travaillés. Tous ont été rejetés après l'intervention de M. Assouline, qui vient encore de nous convaincre ici de son grand degré d'ouverture sur ce texte. Et je le regrette profondément. Je le regrette profondément parce que, madame, je crois au débat parlementaire. Mais si on nous dit, avant que le débat s'engage, il n'y a rien à discuter, tous vos amendements sont rejetés, alors que nous étions prêts, et je le dis à titre personnel, probablement à voter le texte, et qu'on nous envoie comme ça, comme s'il n'y avait rien à dire, rien à faire. Vraiment, je le regrette, c'est la négation du débat parlementaire. Je regrette beaucoup cette position, et c'est ce qui me conduit, après l'intervention de M. Assouline, à dire que notre groupe, à l'unanimité, votera la motion. Merci. Monsieur Legendre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à la suite de l'intervention de Madame Bouchoux, je crois que chacun doit devoir préciser s'il sort de l'université publique ou pas. C'est mon cas, je sors de l'université et j'en suis fier. Et si nos enfants sont allés à l'université, c'est le cas des miens, donc je peux prendre la parole. Je voudrais regretter que ce débat, qui pourrait être un débat effectivement où nous essayons les uns ou les autres de nous comprendre et d'échanger des arguments, tout d'abord, et ce n'est pas un très bon signe, était déclaré en procédure accélérée. D'un côté, on débat à l'extérieur du Parlement, mais au Parlement, on nous contraint dans le temps. Ça n'est pas le fait de l'opposition, c'est bien un choix et une décision du gouvernement. J'ai fait des reproches parfois à M. Payon, mais je remarque que lui n'avait pas limité le débat sur les autres périodes du système scolaire. Alors voilà déjà une raison de regretter que ce débat soit organisé de cette manière. Je voudrais dire aussi qu'il est un petit peu curieux de reprocher à l'opposition, quand on est dans la majorité, de recourir aux procédures qui sont légales, comme le dépôt de différentes motions, alors que vous l'avez tellement fait quand vous étiez vous-même dans l'opposition. Je dirais que oublier ce que l'on a fait avant pour ensuite nous le reprocher, c'est aussi une façon de faire un peu politicienne, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors laissons ces arguments, mes chers collègues, de côté. Le débat, nous le pensons, ne se présente malheureusement pas sous les meilleurs auspices. Nous avons proposé d'y mettre un terme maintenant. Je crois que les arguments qui ont été exprimés au nom du groupe UMP par notre collègue sont tout à fait convaincants. Je regrette, Monsieur Assouline, que vous ayez un peu laborieusement, permettez-moi de vous le dire, essayé de justifier par des raisons financières, la comparaison en faveur du nouveau gouvernement, ce que vous estimez être dans le domaine de l'enseignement supérieur. Personne n'a oublié que grâce à la loi de Mme Pécresse, les choses ont bougé et que cette loi était accompagnée de différents moyens et crédits
qui ont permis de mettre en route des opérations tout à fait importantes. C'est tellement vrai que les universités qui ne bénéficiaient pas, par exemple, du plan campus, s'en plaignaient, s'en plaignaient amèrement. Alors, on ne se plaint pas de ce qui n'existe pas. Si elles s'en sont plaintes, c'est bien parce qu'elles y ont vu là l'occasion d'une manne et d'un financement important. Laissons de côté des polémiques sur ce point. Le débat aurait dû avoir lieu, nous semble-t-il, dans de meilleures conditions. Nous avons déposé un amendement pour abréger ces débats. Bien évidemment, le groupe UMP le votera. Merci. Monsieur Philippe Adnot. Je vous remercie, Monsieur le Président. Les membres de la réunion des non-inscrits voteront pour la motion de renvoi, sauf moi. Je suis défavorable à cette idée qu'un Parlement s'autolimite dans la capacité à examiner un texte. Que les motions viennent de gauche ou de droite, personnellement, il sera toujours temps, à la fin du texte, de décider de ce qu'on a envie de faire, mais ne pas l'examiner, je trouve, serait ridicule. Merci. Madame Laborde. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai repris ma place au nom du RDSE pour ne pas mélanger les genres. Et donc, je vous exprime aussi le vote de la majorité des membres du RDSE contre la motion, puisque nous pouvons faire un certain nombre de reproches, c'est ce que j'ai entendu. D'un côté, dire qu'il n'y a pas de possibilité de discuter, pas de possibilité d'exprimer son point de vue, et c'est incompatible avec l'idée de voter une motion de renvoi. Donc, je vous remercie, et notre vote sera de discuter ce texte de loi. Merci. Plus personne ne demande la parole. Je vais donc consulter le Sénat sur la question préalable posée par Madame Sophie Primas et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire et dont l'adoption aurait pour effet d'entraîner le rejet du texte en discussion. Je suis saisi de demandes de scrutin public, l'une présentée par Monsieur Assouline au nom du groupe socialiste, l'autre par Madame Primas au titre de l'UMP. Je vous rappelle, mes chers collègues, que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Bonjour. On demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite donc, mesdames, messieurs les secrétaires, à procéder au dépouillement de ce scrutin.
Mes chers collègues, si vous voulez bien, la séance est reprise. Résultat du scrutin numéro 273 sur la motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Nombre de votants 347, nombre de suffrages exprimés 347, pour l'adoption 170, contre 177. Le Sénat n'a donc pas adopté. Nous passons donc aux articles. L'article 1er, la suppression est maintenue. Article 1er bis, je suis saisi de deux amendements en discussion commune. Le 312... Pardon, Madame la Ministre, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Pardonnez-moi. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci. Je voudrais remercier les groupes PC, le groupe écologiste et Monsieur le sénateur Philippe Anneau, parce que je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir un débat. D'abord parce que c'est un sujet qui doit rassembler toutes nos préoccupations, même si on peut regretter qu'effectivement, il ne mobilise pas... davantage de parlementaires, mais c'est la même chose à l'Assemblée nationale. Mais les parlementaires qui sont là, en général, sont passionnés. Donc la qualité prévaut sur la quantité parfois. Et puis, on peut avoir des débats plus sereins quand on n'est pas sous cette pression médiatique parfois qui comment dire, suscite des envolées ou des phrases un peu définitives qui ne sont pas l'état d'esprit qui convient à la recherche et à l'enseignement supérieur. Ce que je veux dire, c'est que mon état d'esprit est le suivant. Si j'ai voulu faire les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ont permis de consulter 20 000 acteurs, je le dis au passage au sénateur Michel Savin, ex-collègue rhône-alpin, donc je le lui dis courtoisement, mais tout de même clairement, ces assises ont permis de consulter 20 000 acteurs. Ça n'est pas rien. Si j'ai voulu prendre 6 mois et ne pas agir dans la précipitation en détricotant effectivement une loi sans consultation préalable, c'est bien parce qu'il me semblait qu'il fallait consulter largement, consulter l'ensemble des acteurs. Et les étudiants sont des acteurs aussi essentiels qu'il ne faut jamais oublier, parce que l'avenir, c'est eux. Et je dirais plutôt les étudiants que les enfants. Je ne confonds pas mes enfants avec les étudiants. Donc c'est vraiment la jeunesse qui est l'avenir de ce pays. Et il fallait prendre le temps de les consulter. Et c'est pourquoi nous avons pris ces 6 mois de consultation, 20 000 acteurs, 1 300 contributions, 3 jours de table ronde sur les territoires et ensuite ramassés en Ile-de-France, 135 propositions, effectivement pour une loi d'orientation, tout comme la loi LRU d'ailleurs, qui était également une loi d'orientation, et des moyens tout de même affirmés, d'une part dans la loi sur la refondation de l'école de la République avec 5 000 postes affirmés et consolidés pendant la mandature, pendant le quinquennat, également confirmés et inscrits dans la loi de finances pluriannuelle qui a été votée le 28 décembre dernier, un plan de résorption qui a été engagé et chiffré à hauteur de 2100 titularisations à l'université par an pendant 4 ans, ce qui permet de résorber la précarisation de 8 400 personnels dans l'université, et un dialogue social qui s'est engagé avec les organismes, parce que vous savez que les organismes sont maîtres de leur politique de ressources humaines, mais un dialogue qui s'est engagé pour qu'il y ait un juste équilibre, nous y reviendrons, entre l'embauche de jeunes chercheurs, parce qu'il faut aussi ouvrir la porte aux post-doc, parce que c'est ça notre avenir, et puis la titularisation de personnels qui sont pas très bien traités, en particulier pour le personnel technique, je le dis, ou les ingénieurs de recherche, et qui sont trimballés de CDD, parfois en CDD depuis plusieurs années, ce qui n'est effectivement pas tolérable. Et le tout avec un budget augmenté de 2,2%, ce qui en fait la plus grosse augmentation tout de même depuis ces dernières années. Et la création de 5 000 postes, ça n'a pas été le cas depuis plus de 10 ans. La dernière augmentation remonte à 2006, je crois, avec seulement 600 postes. Donc vous voyez que les moyens sont au rendez-vous. Alors il n'y a jamais assez de moyens, bien entendu, mais il y a tout de même des moyens qui sont identifiés, qui sont chiffrés, qui sont engagés, qui sont gravés dans le marbre des décisions. Et puis nous avons une loi d'orientation avec des débats qui, je l'espère, seront le plus ouverts, le plus sereins possible, parce que je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'il nous faut envisager l'avenir. Et ceux qui me connaissent savent que je suis une ministre issue du terrain, pas dogmatique, et ouverte aux différents points de vue pour peu qu'ils servent l'intérêt général. Donc je vous remercie d'avoir bien voulu permettre ce débat. Merci Madame le Ministre. À l'article 1er bis, je suis donc saisi de 2 amendements en discussion commune, l'amendement 312 et l'amendement 311. C'est vous, Madame Laborde, qui les présentez? Vous présentez les deux en même temps ou l'un d'eux? Oui.
D'accord. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'État doit garantir l'égalité de tous les citoyens devant le service public de l'éducation. Tous les jeunes doivent pouvoir, quelle que soit la partie du territoire de la République, avoir accès à une formation d'enseignement supérieur de son choix. A priori, l'article 1er du projet de loi satisfait en partie cette obligation. Dans les faits, les jeunes résidents en zone rurale subissent une orientation par défaut en poursuivant une formation professionnelle ou quittent tout simplement le système scolaire. L'implantation d'antennes universitaires d'IUT ou des futures écoles supérieures du professorat et de l'éducation fait vivre les territoires ruraux. Ne l'oublions pas, l'implantation des services publics participe pleinement à l'aménagement et à l'attractivité de nos territoires. Ainsi, afin de renforcer l'égalité de ces territoires, cet amendement a pour objet de fixer par décret un pourcentage de création d'établissements d'enseignement supérieur réservés aux zones rurales. Et pour l'amendement 311, je dirais que nous sommes au RDSE des provinciaux avec de fortes zones rurales. Et donc, dans le même esprit que le précédent amendement, il est proposé d'inscrire dans la loi que le maintien ou le développement des formations supérieures est privilégié dans les zones rurales. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission sur ces deux amendements, Madame la rapporteure. Alors c'est un avis défavorable, Monsieur le Président, car justement le fait que l'État soit le garant de l'égalité devant le service public est mis en œuvre par une stratégie nationale de l'enseignement supérieur basée sur la concertation pour aborder ces sujets, et donc l'inscrire dans la loi qu'un décret le prévoirait, ça serait outrepasser cette liberté de dialogue conférée justement à l'élaboration de la stratégie nationale et à sa mise en œuvre. Et pour le 311, là évidemment on peut être tout à fait d'accord sur l'idée de maintenir le service public dans les zones rurales, bien évidemment, mais il serait là aussi inadapté de prévoir ça dès la loi, alors que cette priorité ne peut s'inscrire que dans le cadre de la stratégie nationale définie dans la concertation la plus large. Merci. Madame le ministre, avis sur ces deux amendements. Même avis pour les mêmes raisons, avec l'affirmation d'une préoccupation pour que l'ensemble du territoire continue à être irrigué par les établissements d'enseignement supérieur et également de recherche, parce qu'il peut y avoir des niches d'excellence dans certains pôles considérés comme des petits pôles. Je ne veux pas dire pôle secondaire parce que c'est péjoratif. Merci. Explication de vote. Madame Laborde. Bien, écoutez, je pense que l'on va bien commencer cette matinée et donc, ayant grande confiance en la ministre, au nom des RDSE, j'accepte de retirer cet amendement parce que je sais que ce qui est dit est écrit et ça évitera d'avoir un avis donc défavorable et un vote défavorable. Mais je veux vraiment qu'il soit inscrit dans le compte-rendu que Madame la ministre est très attentive aux zones rurales, parce que c'est quand même une majorité de zones en France, hein, les villes et les territoires ruraux. C'est quand même 2 poids 2 mesures et donc j'ai bien entendu que ce ne serait pas 2 poids 2 mesures. Donc les deux amendements, vous retirez. Vous retirez les deux, Madame Laborde. C'est ce que je devais dire. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er bis. Explication de vote, je n'en vois pas. Ceux qui sont favorables à cet article veulent bien lever la main. Ceux qui sont défavorables, il est adopté. Article 2. Je suis saisi de 3 demandes de prise de parole. Madame Claudine Lepage, vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, nous en sommes donc à l'examen de l'article 2 du projet de loi, article qui suscite tant d'émoi et sur lequel se sont focalisés les débats. Pourquoi une telle effervescence autour de cette disposition ? Elle propose d'introduire une nouvelle exception au principe qui fait du français la langue de l'enseignement, des examens, des concours et des thèses. Mais de grâce, coupons court d'emblée à tout fantasme d'anglicisation irréversible et galopante de l'université française. Nous n'avons rien à gagner de cette détestable défense de la francophonie par la peur qui fait florès ces dernières semaines. Il va de soi que le français demeurera bel et bien la langue de l'enseignement dans notre pays. La nouvelle rédaction de l'article 2, adoptée par notre commission, ne laisse aucun doute sur la volonté du législateur d'encadrer strictement cette exception. Mais surtout, l'article précise clairement que les étudiants bénéficiant de ces cours en langues étrangères suivent également des cours de culture et de langue française et que, conformément à l'un des amendements que j'avais déposés en commission,
Leur niveau de maîtrise de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme, soit à l'occasion d'un examen ou d'un contrôle continu. Ainsi, l'objectif de cette mesure est réaffirmé sans ambiguïté, ne pas faire de la maîtrise de la langue française un prérequis à la poursuite d'études en France, tout en subordonnant l'obtention du diplôme à une évaluation de l'apprentissage du français. Dans ces conditions, nous sommes bien loin du renoncement à la défense de la langue française. Ces étudiants, quel que soit leur parcours ultérieur, diffuseront notre langue et notre culture et seront ainsi des vecteurs du multilinguisme en général et de la francophonie en particulier à laquelle nous sommes attachés. De surcroît, un autre garde-fou, s'il en était besoin, est mis en place. En effet, un rapport du gouvernement sera remis au Parlement 3 ans après la promulgation de la loi pour évaluer l'impact dans les établissements d'enseignement supérieur de l'article 2 sur l'emploi du français, l'évolution de l'offre de formation en langue, la mise en place d'enseignement de la langue et de la culture française vers les étudiants étrangers et aussi l'évolution de l'offre d'enseignement en français dans des établissements étrangers. La France perpétue une longue tradition d'accueil et de rayonnement culturel et scientifique, mise à mal ces dernières années. L'abrogation de la circulaire Guéant dès l'élection de François Hollande a constitué un premier pas vers la reconquête de la 3e place mondiale de notre pays pour l'accueil des étudiants étrangers. Ces étudiants étrangers, les Africains en constituent la moitié, sont les premiers ambassadeurs de la francophonie et ils constituent assurément un levier de notre croissance et de celle de l'Europe. Mais outre l'Afrique, il importe de nous tourner vers d'autres directions, et notamment vers les BRICS, dont les ressortissants sont quasiment absents des bancs de nos universités. Pourtant, c'est bien notamment en intensifiant et les partenariats de nos universités que la France retrouvera une réelle compétitivité, en attirant les meilleurs étudiants internationaux, mais aussi en diversifiant leur origine géographique au-delà de notre zone d'influence traditionnelle qu'est l'Afrique francophone. Elle est essentielle, mais pourquoi se priver des autres? Nous n'avons pas les moyens de manquer le coche. Au-delà même de l'attractivité universitaire de la France, l'enjeu est stratégique pour notre politique d'influence à travers le monde. C'est bien cette possibilité d'un enseignement en anglais ou une autre langue, à côté d'un apprentissage du français, qui permettra d'élargir encore le socle de la culture francophone, en accueillant et en formant en français des étudiants qui s'orientent jusqu'à présent vers les universités anglo-saxonnes, simplement parce que, comme beaucoup, ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre notre langue au cours de leur cursus secondaire. Merci. Madame Michèle André. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'ambition du projet de loi qui nous est proposé est réelle et certes plus large que l'article 2 qui étend les exceptions au principe de l'enseignement en langue française dans les écoles et universités. Mais ce n'est pas par hasard qu'il a cristallisé les débats, suscité d'âpres controverses, tant dans les médias qu'à l'Assemblée nationale, et ceci, toute sensibilité politique confondue. Ces discussions ont au moins eu le mérite de permettre à de nombreuses personnes de mieux cerner les enjeux. La langue n'est pas seulement un moyen de communication, elle véhicule surtout et aussi les valeurs auxquelles nous sommes attachés, auxquelles nous croyons et que nous défendons. Mais je dois vous le dire, l'article 2 du projet de loi initial qui autorise l'enseignement supérieur dans une langue étrangère m'avait interpellé. En raison tout d'abord d'une certaine confusion autour de l'objectif. Cherchait-on à améliorer la maîtrise des langues étrangères, en fait essentiellement l'anglais, par les jeunes Français? Alors, vous le savez bien, c'est au niveau de l'enseignement primaire et secondaire que l'essentiel des efforts doivent porter. Ne confondons pas apprentissage de l'anglais et apprentissage en anglais. L'objectif était-il d'attirer les étudiants étrangers en beaucoup plus grand nombre dans le contexte d'un marché international de l'enseignement supérieur sur lequel la formation en français finirait presque par être considérée comme un handicap? Un proverbe chinois dit « Quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt » et certains ont parfois eu tendance à ringardiser ce débat comme si les défendeurs de la langue française désignaient le doigt au lieu de regarder vers la lune, présenté comme le sésame de l'attractivité de nos établissements d'enseignement supérieur. Mais sommes-nous certains que l'apprentissage de notre langue constitue bien le frein majeur du choix de ces jeunes étrangers? Les étudiants chinois, par exemple, de plus en plus nombreux, n'apprennent-ils pas le français en 6 mois avant leur arrivée dans une université française? Ils contribuent d'ailleurs ainsi au financement de nos alliances françaises.
Cette question doit être considérée dans sa globalité. Les freins à l'attractivité universitaire française tiennent très largement aux insuffisances de l'accueil des étudiants étrangers dans notre pays. Visas compliqués ou refusés, logements difficiles, accompagnement insuffisant, méandres bureaucratiques. Tout cela est bien plus rude que la langue de Voltaire, de Camus, de Césaire, de Léopold César Senghor, d'Houphouët-Boigny, de Norodom Sihanouk et de Kundera. Nous en avons d'ailleurs bien conscience puisque nous avons d'ores et déjà adopté des mesures pour améliorer la situation. Je pense en particulier à l'abrogation de la circulaire Guéant. Nous sommes sur la bonne voie et je m'en réjouis car à mes yeux, il s'agit là d'une priorité. Mais combien de jeunes Sénégalais, Burkinabés, Tchadiens formés dans nos excellents lycées français ont pris le chemin de Montréal, New York ou Boston, faute d'avoir pu obtenir un visa? Je suis bien sûr sensible aux arguments pragmatiques. D'après Campus France, 795 programmes proposent déjà des programmes en anglais, dont 165 exclusivement dans cette langue. Mais raisonnons un instant en termes différents. Sommes-nous réellement compétitifs sur cette offre finalement banale, puisque proposée par quasiment tous les autres pays occidentaux? Ne devrions-nous pas perfectionner notre offre sur ce marché de niche et améliorer l'accueil des étudiants étrangers? Je pense aussi à un plus fort soutien à la diffusion des publications scientifiques en français, dans les disciplines où l'anglais n'est pas incontournable, car vous le savez bien, la langue véhicule aussi les concepts et la culture au sens large. Mais je crains surtout que nous envoyions un signal très négatif aux 116 millions de personnes qui, dans le monde entier, sur tous les continents, apprennent le français ou apprennent en français, car nous portons là une responsabilité spécifique. Mes fonctions au sein de l'APF me montrent à quel point nos débats et décisions sur ce point sont scrutés par nos amis francophones. Ils s'étonnent et s'inquiètent lorsqu'ils ont le sentiment que nous-mêmes renonçons à notre langue, comme le disait hier encore un industriel québécois. N'en sous-estimons pas l'impact en termes de moindre motivation des élèves étrangers à apprendre le français. S'ils pensaient que cela n'était plus utile dans leur cursus, toute la filière de formation est concernée. C'est pourquoi je me réjouis très sincèrement, Madame la Ministre, et je vous remercie de l'accueil que vous nous avez réservé au titre de l'APF, des améliorations apportées au projet de loi initial, tant par nos collègues députés que par notre commission de la culture et de l'éducation. L'article 2 a été précisé, les exceptions de la loi Toubon sont encadrées, Claudine Lepage l'a développé, je n'y reviendrai pas. L'article 2 bis prévoit qu'un rapport évaluera l'impact de l'article 2, très bien. L'article 8 comporte désormais des dispositions de promotion de la francophonie, c'est essentiel. Non, la francophonie n'est pas un débat d'arrière-garde et nous ne sommes pas dans une sorte de combat des anciens contre les modernes. Je crois qu'avec l'ensemble des améliorations ainsi adoptées et peut-être une attention à des amendements qui vont arriver, nous pouvons nous réconcilier autour de notre ambition commune et non contradictoire de promotion de notre enseignement supérieur et de notre langue. Mes chers collègues, je souhaite que nos débats, sans prendre tout l'espace sur cette loi, Madame la Ministre, permettent d'éclairer à la fois nos concitoyens et nos amis des pays francophones, de les convaincre que nous ne baissons pas les bras dans ce domaine, loin s'en faut. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Monsieur Jacques Legendre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, on parle de modifier la loi Toubon. Encore faut-il regarder ce que dit la loi Toubon. J'étais en 1994 le rapporteur de cette loi au Sénat, donc j'en garde le souvenir et je suis allé revoir très clairement ce qu'elle permet et ce qu'elle ne permet pas. La loi Toubon n'est pas destinée à empêcher tout usage d'une autre langue en France. Elle institue simplement dans notre pays un droit au français qui garantit à nos concitoyens un égal accès à l'information et au savoir. Dans son article 11, cette loi du 4 août 1994 dit que le français est la langue de l'enseignement, des examens, des concours, des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement, avec déjà 2 exceptions justifiées, pour l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères et pour l'enseignement dispensé par des professeurs étrangers ou invités étrangers. La circulaire d'application du 19 mars 1996 précise que sont visées les formations dispensées en langue régionale ou étrangère dans le cadre des sections européennes ou à vocation bilingue et représentant au maximum 50% du volume total des enseignements de ces sections. Voilà des précisions utiles. Par ailleurs, et là j'attire votre attention, la circulaire d'application dispose que les écoles étrangères
ou spécialement ouvertes pour accueillir des étrangers des étudiants de nationalité étrangère ne sont pas soumis à l'obligation du français. Ne sont pas soumis à l'obligation du français. Il est donc clair que la loi sur la langue française ne fait nullement obstacle à des enseignements en langue étrangère pour des étudiants non francophones. C'est déjà dans le texte et déjà dans la circulaire d'application. Alors où est le problème? Est-ce que c'est la volonté de faire en sorte que tous les jeunes Français maîtrisent bien les langues étrangères? Nous partageons tous cette volonté, mais ça relève bien évidemment d'abord de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Et d'ailleurs, la loi Toubon elle-même dit dans son article 11 « La maîtrise de la langue française et la connaissance de 2 autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement ». Vous voyez bien que cette loi n'est pas une loi restrictive centrée sur le seul français. Le problème, mes chers collègues, c'est que l'on veut être autorisé à enseigner intégralement en anglais à des jeunes français ou francophones. Et que pour y parvenir, depuis quelques années, certains sont avancés masqués. Je vais prendre un exemple très précis, et je le tire de la presse. Il s'agit d'une grande école installée dans un département qui nous est cher, Madame la Présidente de la Commission de la Culture, et qui se réjouit d'avoir obtenu des reconnaissances internationales qui vont la placer dans l'élite mondiale des business schools. Je m'en réjouis. Et que fait cette école? Elle a 2 campus, à Lille et à Paris, La Défense. Elle précise que 800 de ses 3100 étudiants et 84% de ses professeurs sont étrangers et que l'enseignement y est dispensé intégralement en anglais. Est-ce que ça ne pose pas quand même, mes chers collègues, un problème? L'amendement adopté à l'Assemblée nationale les a inquiétés. Et qu'est-ce qu'un des dirigeants s'est permis de dire récemment à une agence française de presse spécialisée dans les questions d'éducation, l'AEF? Ce qu'on faisait était déjà contraire à la loi. La loi change. Nous continuerons à être parfois dans l'illégalité. Personne ne va venir nous embêter là-dessus. Alors vous comprendrez, mes chers collègues, que je ne fantasme pas, que je n'ai pas d'inquiétude ringarde et particulière, mais que je crois que le Parlement doit se préoccuper de l'application des lois votées par le Parlement. J'avais posé une question écrite à Madame la ministre de la Culture, puisque c'est elle qui suit l'application du français en France, à propos de ce que j'appelais une violation caractérisée de la loi sur la langue française et qui concernait une école rouennaise qui entendait développer des cours de management culturel et qui, dans ce domaine du management culturel, entendait donner tous ses cours également en anglais. Réponse de Madame Filippetti. Elle juge inopportun le choix d'un enseignement exclusivement dispensé en anglais sous couvert de modernité. Elle a bien raison. Et elle précise ensuite: la ministre considère qu'il n'y a pas lieu de laisser penser aux étudiants que l'anglais est la seule langue comprise à l'international. Un tel parti pris continue à affaiblir la position du français sur le plan international et décourage tous ceux qui parient sur son avenir ou font l'effort de l'apprendre. Le recours à une langue qui n'est pas celle de nos concitoyens laisse entendre implicitement que le français aurait perdu toute fonctionnalité à l'international. Un enseignement respectueux de notre langue, tout en étant compréhensible par les non-francophones, reste préférable et ne compromettrait en rien l'image d'excellence et de dynamisme des écoles de commerce françaises. Mes chers collègues, compte tenu de tous ces éléments, je partage tout à fait la déclaration de Mme Filippetti. Je vous proposerai dans quelques instants un amendement qui clarifie les choses, qui distingue bien la situation des étudiants francophones et des étudiants non francophones et qui nous protège contre la volonté dissimulée de faire en sorte que le français ne soit plus, pour tous les jeunes Français, la première langue de l'éducation en France. Merci. La parole est à Mme Gonthier-Maurin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'article L. 121.3 du Code de l'éducation fait du français la langue de l'enseignement, des examens
des concours et des thèses. Alors qu'il prévoit déjà des possibilités d'exception justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers, l'article 2 du projet de loi souhaite en rajouter deux nouvelles. Une exception liée aux nécessités pédagogiques relatives à l'accueil et à la formation des étudiants étrangers dans le cadre des accords internationaux, une autre liée au développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. L'objectif serait de développer l'attractivité des universités françaises pour les étrangers. Permettez-nous de douter de l'utilité de cette mesure, alors que, comme le rappelle le dernier rapport du Secrétariat général à l'immigration et à l'intégration, la France se situe dans une situation honorable dans la compétition mondiale pour attirer les étudiants étrangers. Elle occupe le 5e rang mondial. Elle est même, avec l'Allemagne, le premier pays non anglophone d'accueil de ces étudiants étrangers. Cette place honore notre pays dans sa tradition d'ouverture et représente l'une des clés de notre influence scientifique, culturelle et politique dans le monde. Nous accueillons en effet près de 290 000 étudiants qui représentent plus de 15% des inscrits. Cela signifie que le rayonnement de l'université française ne dépend pas de la langue enseignée et n'a pas de relation avec le fait d'enseigner en français. Il tient avant tout à la qualité de notre service public de l'enseignement supérieur, à la renommée de notre recherche publique et de nos formations à caractère technique qui attirent notamment la plus forte proportion d'étudiants étrangers, comme c'est le cas dans les instituts nationaux, polytechniques et dans les universités de technologie. L'extension de cette exception nous paraît en outre constituer une entorse grave au principe de la loi Toubon. Sous prétexte de développer l'attractivité internationale, cet article de loi permettrait aux étudiants français de bénéficier des mêmes exceptions. L'hégémonie de la langue anglaise ne doit pas nous amener à faire reculer la place de notre langue au sein de notre système universitaire. Au contraire, un des moyens du maintien du rayonnement de notre langue et de notre culture passe par sa réaffirmation, et ce a fortiori quand elle concerne des étudiants étrangers venus étudier en France. Il est vrai que certains étudiants étrangers choisissent la France non pas pour le pays et la langue, mais en raison de frais d'inscription à l'université trop importants dans les pays anglo-saxons. Mais cela signifie-t-il pour autant que nous devons alors abandonner notre langue? Je ne crois pas, bien au contraire. Il faut y voir là une opportunité de diffuser notre langue, notre culture, de valoriser la francophonie à travers le monde, de renforcer notre place, notre influence. Développer notre attractivité pour les étudiants étrangers passe d'abord par l'amélioration des conditions et des moyens d'accueil à l'université de ces étudiants, au même titre que nos étudiants français, que ce soit dans le cadre de la relance de notre parc de logements universitaires ou dans la modernisation de nos équipements universitaires et de recherche. Notre rayonnement repose également sur notre capacité à promouvoir à l'étranger notre modèle d'enseignement supérieur à travers notre diplomatie culturelle et d'influence. Si nous fûmes les premiers à mettre en place, et s'il constitue encore le réseau le plus dense et le plus étendu via les espaces Campus France qui s'étendent dans 110 pays, les investissements français dans ce domaine diminuent alors que tous les autres pays, notamment les pays émergents, Chine, Brésil, investissent massivement dans ce domaine, conscients de l'importance stratégique de la promotion de leur langue et de leur culture. Il faut aussi avoir une vision large de l'avenir de la promotion de la langue de la République, qui est le français. L'enseignement supérieur public a ici toute sa place à soutenir cette promotion en France, à ses étudiants étrangers et à l'autre bout du monde. Je vous remercie. Merci. Plus de demande de prise de parole. Nous allons donc passer aux deux amendements qui sont en discussion commune. Le premier, l'amendement 26. Madame Gonthier-Maurin, c'est vous qui le présentez? Oui, madame. Je poursuis. J'ai déjà exprimé les raisons de notre opposition à cet article 2 qui étend plus que de raison les exceptions à la loi Toubon. Notre amendement propose donc de supprimer cet article et de limiter les exceptions aux cas déjà prévus par la loi afin de ne pas aboutir à une marginalisation de notre langue. Nous ne pensons pas qu'il faille entériner la tendance qui fait de l'anglais la langue unique et internationale.
La langue n'est pas seulement un moyen d'expression, elle est aussi un système de pensée, de culture. Reconnaître une langue unique, c'est accepter l'uniformisation des modes de vie, l'acculturation au bénéfice de la culture dont elle est issue. La Chine l'a bien compris, elle qui investit massivement dans le développement d'Instituts Confucius à travers le monde pour valoriser sa langue, sa culture. La langue est donc un enjeu de puissance. Tout empiètement d'une langue par rapport à une autre correspond donc à un recul de culture et d'influence. Il faut évidemment que les étudiants français maîtrisent l'anglais comme d'autres langues étrangères, c'est une nécessité, mais il faut pour cela revaloriser l'enseignement des langues étrangères depuis l'école primaire jusqu'à l'université, dans le cadre de cours dédiés à cet apprentissage et non pas par des cours enseignés en langue étrangère. Il faut mener le combat de la diversité et du multilinguisme, et c'est celui que nous proposons d'engager en votant la suppression de cet article. Merci. J'ai donc saisi l'amendement 260 rectifié. Monsieur Legendre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il vous est proposé de supprimer l'amendement à l'article 2 tel qu'il résulte du texte qui a été adopté finalement par la Commission de la culture de notre Assemblée. Le débat avait commencé à l'Assemblée nationale et les députés s'étaient inquiétés eux aussi de ces amendements à la loi Toubon et ils avaient proposé une rédaction dans laquelle ils autorisaient partiellement l'usage d'une langue étrangère pour des cours destinés aux jeunes Français. L'amendement tel qu'il a été proposé par notre rapporteur au Sénat et adopté a, d'une manière a priori sympathique et plus claire, indiqué ou rappelé quelles étaient les règles d'usage du français dans ce texte. Mais il a fait disparaître ce qui est le mot essentiel, partiellement, si bien que nous risquons non pas d'avoir contribué à refermer encore ce que l'Assemblée nationale avait déjà commencé à encadrer, mais nous risquons cette fois-ci de voir les brèches se réouvrir, car, je le répète, nous avons affaire à des personnes qui ont créé des formations dans l'illégalité et en toute connaissance de cause et qui ne se cachent pas de vouloir continuer. Il faut donc que notre rédaction soit très précise. Voilà pourquoi je vous propose de supprimer l'amendement dans ce texte actuel, de manière à pouvoir présenter ensuite une nouvelle disposition qui soit plus claire et plus précise et à éviter à l'avenir les errements sur la langue. Je voudrais dire enfin combien ce débat me paraît important. J'ai retrouvé récemment dans la plume d'un écrivain du siècle des Lumières, celui où le français était la grande langue de l'Europe, une remarque qui me paraît très pertinente. Une langue ne peut être dominante sans que les idées qu'elle transmet ne prennent un grand ascendant sur les esprits, et une nation qui parle une autre langue que la sienne perd insensiblement son caractère. Voilà ce qu'il faut éviter pour les élites françaises. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, Madame, sur ces deux amendements. Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi j'ai bien écouté, j'ai écouté avec attention les différentes interventions, mais j'encourage quand même les orateurs à relire l'article 2 tel qu'il a été écrit. Le français reste bien la langue de l'enseignement et la langue des examens. Il n'y a pas de renoncement à la défense, à la diffusion de la langue française, bien au contraire. Accueillir des étudiants en leur offrant des cours dans leur langue pour qu'ils ne soient pas trop dépaysés participe d'une attention qui favorise leur intégration. Si on veut élargir l'accueil des étudiants étrangers aux Brésiliens, aux Indiens, il faut vraiment développer des langues dans lesquelles des cours dans lesquels ils seront à l'aise et ils commenceront à s'inspirer, à apprécier la culture française. C'est une démarche d'attention à leur égard
Et donc je pense que par cet article 2, nous allons accueillir des francophiles et nous allons en faire des francophones, grâce justement aux cours de langue française, aux cours de culture française, et ensuite, fort de cet accueil, ils repartiront ambassadeurs de la culture française. C'est un moyen, me semble-t-il, de mieux développer le rayonnement de notre université, le rayonnement de la France à l'étranger. Et même si la barrière de la langue n'est pas le seul obstacle au choix des étudiants étrangers, nous le savons bien, ça a été rappelé, on aura l'occasion d'en rediscuter dans le cours de la discussion, rien ne dit qu'elle n'en est pas un. Donc je pense que tout ce qui fait signal de bon accueil, d'ouverture, d'attention à l'accueil des étudiants étrangers, eh bien, il faut le faire. Et il n'est dit nulle part qu'il s'agit d'une généralisation de l'anglais. Il peut y avoir, bien au contraire, du portugais, de l'espagnol, de l'allemand. Il y a d'ailleurs des universités qui ont mis en place des doubles diplômes, et j'ai la liste là des universités qui, dispensant des enseignements en langue étrangère, dispensent les mêmes enseignements en français, de telle sorte que les étudiants ont un double diplôme. Donc là, il n'y a pas de raison de craindre cette ouverture, cet article 2, et moi j'émets un avis au nom de la Commission, je maintiens l'avis défavorable à la suppression de cet article. Merci Madame. Madame la Ministre, s'il vous plaît. Oui, je partage l'avis de la rapporteure naturellement, et je remercie d'ailleurs l'Assemblée nationale et votre commission au Sénat d'avoir amené les garanties nécessaires qui étaient de nature, je crois, à apaiser les préoccupations légitimes. Elles sont toujours légitimes, les préoccupations quand on les exprime, qui ont pu s'exprimer. Je voudrais tout de même amener un petit correctif sur la situation favorable de la France. Nous étions second dans l'accueil des étudiants étrangers. Nous avons été 3e, nous sommes maintenant 5e. Et nous nous sommes fait rattraper par des pays qui accueillent justement ces étudiants des pays émergents et ces étudiants scientifiques. Donc, pour autant, nous allons leur dispenser des cours de français et leur maîtrise du français sera prise en compte dans l'attribution du diplôme. Donc je crois que nous sommes arrivés à un bon équilibre, et je crois aussi qu'il nous faut redoubler d'efforts vis-à-vis des pays francophones, notamment l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, avec des relations plus équilibrées avec ces pays, et non plus des relations, j'allais dire, postcoloniales, où on accueillait seulement les étudiants, mais avec des relations plus équilibrées, où nous installons là-bas des formations et où nous envoyons également des étudiants français dans ces pays, parce que, je vous le dis, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, l'Afrique sera peut-être notre salut à nous, Européens, et je crois que l'Afrique est un pays jeune, est un pays plein d'énergie, est un pays qui connaît des pourcentages de croissance de 5%, est un pays qui détient des matières rares, et nous avons un intérêt culturel, une responsabilité culturelle, historique, mais nous avons aussi un intérêt économique à multiplier et à développer des relations équilibrées avec les pays d'Afrique subsaharienne. Et puis par ailleurs, nous allons améliorer, mais on aura l'occasion d'en parler, l'accueil des étudiants étrangers en matière de visa, cela a été dit, et en matière notamment, cela a été dit à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque nous avons eu un débat sur l'attractivité de notre pays, en matière notamment d'attribution de visas pluriannuels dans des conditions qui seront similaires à celles des étudiants boursiers, c'est-à-dire qu'un an de redoublement sera admis, parce qu'on peut admettre que pour des étudiants étrangers, il soit plus difficile que pour d'autres de réussir ces examens. Donc je crois que nous sommes arrivés à une proposition équilibrée, qui respecte les différents points de vue, qui respecte les équilibres et qui évite que de manière totalement injuste, des écoles aujourd'hui s'affranchissent des dispositions de la loi Toubon, puisque sur les 790 formations, 600 sont dispensées dans des écoles, et vous l'avez dit à juste titre, Monsieur Legendre, des écoles qui s'affranchissent de la loi pour des établissements qui forment les jeunes. Je trouve ça particulièrement fâcheux. Et donc, d'une certaine manière, il s'agit d'établir aussi une équité entre des jeunes qui sont à l'université, qui auraient dû apprendre les langues étrangères. Je suis d'accord, mais il ne s'agit pas de ça ici, de façon plus heureuse dès la maternelle.
C'est ce qui va se faire avec le projet de loi qu'a défendu Vincent Peillon. Mais il s'agit aussi de donner aux jeunes à l'université l'opportunité de rencontrer des jeunes issus des pays émergents avec lesquels ensuite ils pourront développer des relations culturelles, des relations commerciales au bénéfice des emplois. Et je trouve que ça, c'est une bonne chose parce qu'il y avait tout de même une disproportion entre les élèves, les jeunes, les étudiants dans les écoles qui sont souvent issus de milieux plus favorisés, 54% d'enfants de cadres dans les classes prépa. Et puis les étudiants à l'université qui sont souvent issus de milieux plus modestes, qui ont eu moins l'opportunité de développer les codes qui sont à l'international, qui sont utiles dans un CV, dans une insertion professionnelle réussie. Donc ça rétablit d'une certaine manière, une certaine aussi justice sociale, et puis ça régularise les situations tout en les encadrant, et ça va être plus difficile, je me permets de le dire au sénateur Legendre et à la sénatrice Michèle André, ça va être plus compliqué aujourd'hui pour les écoles que ça ne l'était auparavant. Donc d'une certaine manière, on encadre davantage l'enseignement de langues étrangères, pas seulement en langues étrangères, pas seulement en anglais. Il y a des cours de droit roman en allemand à Tours, par exemple. Eh bien, cela rendra les choses davantage encadrées. Donc je vous invite tout de même à rejeter l'amendement de suppression et au contraire à engager un débat sur cette disposition qui me paraît d'ouverture, de justice sociale et d'encadrement finalement de ce qui se fait aujourd'hui de façon assez débridée et assez injuste entre école et université. Merci Madame le Ministre. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements. Nous interrompons cette séance pour une édition